Vaudou, on le sait, a mauvaise presse aussi bien dans certaines régions du Bénin que sur la planète tout entière. On lui prête des clichés, les uns aussi lugubres que les autres, clichés qui donnent à craindre et qui donnent tout simplement à s'éloigner de cette religion endogène, sans l'ombre d'un doute la plus connue sur la place africaine. Nous sommes aujourd'hui du côté du Bénin pour apporter réponse à quelques questionnements, pour essayer d'apporter plus d'éclairage, pour essayer de rétablir la vérité sur ce culte ancestral. Bienvenue sur Cameroun Vision, 1e édition, réalisée hors des frontières du pays des lions indomptables. Ravi de vous retrouver sur Cameroun Vision. Nous sommes à Ouidah, une ville établie à une 50aine de kilomètres de Cotonou. Au Bénin ce jour, voyage effectué dans l'ambition d'aider au renforcement des capacités des organisateurs de festivals au Cameroun. Des festivals à l'instar du Nyan Nyan, du Ngwan, du Ngondo, du Niem Niem et j'en passe. Dans un langage plus prosaïque, on dirait tout simplement que nous sommes ici à Ouidah pour voir comment les choses se déroulent ici justement. Question d'inspirer ceux qui font ces mêmes choses chez nous. On parle bel et bien des organisateurs de festivals. Un voyage qui a pour motif la plus grande fête endogène du Bénin. Il s'agit bel et bien de celle du Vaudou. Voyage rendu possible grâce à l'ONG Esperanza Cadet qui vous est présenté dans ce reportage. Association civile camerounaise œuvrant pour le renforcement des capacités des chefferies traditionnelles d'Afrique. Esperanza Cadet est à la base une idée d'Espérance Feuzeux, jeune passionné de culture, bien aidé par un groupe d'amis. L'ONG est établie à Bafoussam, capitale régionale de l'Ouest Cameroun, et jouit du fait de ses états de service d'une confiance illimitée auprès des autorités administratives locales. Je peux vous dire que j'ai eu l'occasion d'avoir à travailler avec cette ONG Espérance Cadet suite à ma nomination dans la région de l'Ouest. C'est mon prédécesseur, l'actuel gouverneur de l'extrême nord, qui, lors de la passation de services, m'a tenu informé qu'il y avait une ONG à l'Ouest qui travaillait avec les chefs traditionnels et qui avait un programme pour une visite de ces chefs traditionnels à l'Ouest. C'est de là, en 2014, que j'ai pris le relais pour rencontrer la dame promotrice de cette association et commencer à travailler avec elle. Notre premier travail était ici, à Bafoussam, là où nous avons eu l'occasion de recevoir les chefs traditionnels qui sont venus de partout, du Gabon, du Congo, du Bénin, partout au Cameroun. C'est ici à Bafoussam que nous avons mis en place les bases d'une association de chefs traditionnels d'Afrique. Cette réunion a eu lieu dans les services du gouverneur à Bafoussam et après entre les chefs traditionnels à l'hôtel Tal Hôtel. Donc c'était ça, cette base. Et je peux vous dire que depuis lors, les choses avancent très bien parce qu'il y a eu d'autres rencontres telles qu'organisées par le même ONG ou avec cette ONG comme facilitateur ou co-organisateur. Si bien que les chefs traditionnels sont partis au Gabon, là où il y a eu une grande rencontre entre les chefs traditionnels de l'Afrique centrale. Ils ont tenu là-bas, ils ont eu à rencontrer les responsables de ce pays. Moi-même, je devais faire partie de ce voyage, mais compte tenu des exigences, d'autres exigences professionnelles, la hiérarchie m'a retenu ici, au Cameroun. Après, il y a eu d'autres déplacements et d'autres rencontres du côté du Bénin, à Ouidah, etc., etc. Il y a eu aussi d'autres rencontres du côté de Yaoundé, là où cette association a tenu et participé à des rencontres
traditionnelle à Yaoundé, à Douala et ailleurs. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que je suis très fier de travailler avec cette ONG. Moi, je suis très content et des fois même surprise que une dame est à la tête d'une ONG qui a un trait avec la tradition et qu'elle réussisse à travailler avec les chefs traditionnels sans avoir des problèmes et que les chefs traditionnels du Cameroun et ailleurs ont accepté de travailler avec elle. C'est quelque chose de formidable. Donc, en tant que aussi promoteur de la tradition, parce qu'il est de notre devoir pour promouvoir le développement de la culture et de la tradition au Cameroun, nous avons cette obligation d'encadrer et travailler avec cette ONG pour que les choses évoluent. Et je peux vous dire que c'est sur la bonne voie. J'espère que ça va continuer aussi, mais avec la grâce de Dieu, avec la détermination de cette ONG, avec l'encadrement des autorités administratives, je crois que cette ONG est sur la bonne voie et que demain, l'Afrique aura cette fierté que avec la félicitation de cette ONG, un jour, on ne sait jamais, l'Afrique tout entière peut avoir une association de chefs traditionnels et je crois que ça sera quelque chose de magnifique. L'enclavement de la masse paysanne, ignorante de l'actualité et de son histoire, retardataire dans la promotion de l'éducation et bien souvent victime de la monotonie culturelle, est en effet le constat ayant motivé la création d'Esperanza Kade. D'où sa mission qui au quotidien consiste à faciliter la mise en place des liens favorables à l'émergence de l'Afrique, ceci par le biais du brassage interculturel. Sont pour ainsi dire directement interpellés les autorités traditionnelles et coutumières. Nous encourageons d'autant plus cette initiative qu'il s'agit d'une femme. Une femme qui prend le risque et la responsabilité de se mettre entre les chefs. Il faut dire que ça ne court pas les rues. Elle arrive à point nommé pour, n'est-ce pas, compléter les autres actions qui ont jusqu'ici été menées dans ce chantier visant à rassembler les chefs traditionnels d'Afrique. Je souhaite vraiment qu'elle apporte, n'est-ce pas, sa contribution dans ce long parcours, dans ce chemin qui est parsemé, qui n'est pas un fleuve tranquille. Donc vraiment c'est une initiative à saluer et c'est pour ça que, en ce qui me concerne, je l'ai soutenue dès les premiers instants. Parce que je sais qu'au bout du compte, c'est dans l'intérêt vraiment de nos pays. Le travail que fait Esperanza Kade est un travail qui correspond à l'époque actuelle. On a fêté dernièrement les 50 ans de la réunification. On peut dire qu'on peut parler des années de l'indépendance. Il y a eu une génération qu'on a appelée d'ailleurs la génération sacrifiée, qui a vécu en sachant que dans sa maturité, elle n'imaginait pas qu'un jour véritablement elle rencontrerait l'indépendance et donc l'indépendance les a surpris cette génération-là. Ils ont dû composer avec la nouvelle réalité, mais sans l'avoir objectivement préparé. Notre génération est une génération qui est née quasiment dans l'indépendance et donc qui a pu prendre sa maturité en se projetant dans son projet. En tout cas, en se situant en tant d'abord que Camerounais, sans se prévaloir d'une autre identité culturelle, mais aussi
en se situant véritablement comme Africains. Et aujourd'hui, nous arrivons à un temps de maturité de cette réalité-là, qui est celle de dire qu'on ne peut pas concevoir le monde sans concevoir l'Afrique, mais l'Afrique dans son identité. C'est-à-dire que nous avons à apporter notre contribution à l'évolution de l'humanité. Je pense que l'humanité est en déséquilibre parce que, justement, l'Afrique est en déséquilibre. Nous sommes à l'origine de l'histoire de l'humanité, comme chacun sait. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes en déséquilibre. Et c'est pour ça que l'humanité est en déséquilibre. Parce que ceux qui dirigent dans le monde actuellement, en fait, il leur manque une perception de la réalité, celle que nous pouvons leur apporter. Donc, quand notre génération, aujourd'hui, se situe dans la perception d'une notion d'identité, elle se situe tout simplement dans l'idée d'apporter une réponse au déséquilibre de l'humanité. Le monde, la planète a besoin de l'Afrique. Et le travail qui est fait par l'intermédiaire d'Espérance Cadet, c'est de rassembler des identités qui ont pour envie d'apporter leur contribution dans cette notion d'émergence dont on parle au quotidien, mais qui ont envie d'apporter leur contribution dans le sens de l'identité. C'est non pas à partir des valeurs des autres. Nous avons nos valeurs culturelles. Sauf que nous nous sommes bridés. Nous avons laissé des conceptions spécifiques nous envahir, comme si elles étaient la panacée. La vérité, c'est que nos ancêtres n'ont pas attendu pour pouvoir exister. Nos ancêtres ont dirigé en souveraineté nos régions, nos ethnies. Et aujourd'hui, nous sommes une génération, nous arrivons dans une période où ceux qui sont en charge de nos responsabilités prennent conscience tout simplement que nous avons à apporter notre contribution. Et dans cette mesure, le travail que fait Espérance Cadet est un travail qui me semble légitime, mais qui n'est pas, je dirais, de sa créativité propre. Elle se contente tout simplement d'encadrer une vérité qui est une évidence. Nous avons besoin d'une Afrique équilibrée et elle passe par le sens de nos identités culturelles. Ces missions sont rendues possibles au travers des activités organisées par Esperanza Cadet, telles que le Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières de Daé au Bénin, c'était en 2014, des voyages de découverte et des séminaires de renforcement des capacités, à l'image de celui de Bafoussam en juin 2014. Le dialogue de Bafoussam avait pour thème dialogue interculturel au service de la paix et de l'émergence de l'Afrique. Quelle synergie promouvoir entre les leaders traditionnels africains? La déclaration de Bafoussam publiée en termes de ce séminaire et la concertation du Sénégal Yaoundé comportait un nombre d'engagements dont l'organisation des rencontres de renforcement des capacités des autorités traditionnelles d'Afrique. La présente rencontre de Daé pour nous marque un tournant décisif parce que nous espérons, nous souhaitons qu'au terme de ces travaux, leur majesté, les rois et les reines d'Afrique réunis se donnent un contour institutionnel et juridique à l'ambition panafricaine de leur rencontre. Les activités d'Esperanza Cadet se sont en effet jusqu'ici étendues au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Bénin et en République démocratique du Congo. Esperanza Cadet, et je crois que là on fait appel à Madame Feuzé, que nous encourageons d'ailleurs, parce que l'histoire d'Afrique a toujours été impulsée par les femmes. Dans toutes les histoires, même les esprits féminins ont toujours fait peur. C'est pourquoi il a toujours été demandé à l'autorité coutumière, surtout aux gardiens des temples, de ne pas trop laisser sortir les esprits féminins parce qu'ils créent beaucoup de dégâts. Mais ici, on en a une qui s'adonne à la recherche de cette écriture, qui veut approcher les autorités traditionnelles, ces gardiens des coutumes, qui pleurent en fait pour la génération, pour qu'elle ne soit pas délaissée. Et donc, elle est encouragée. Ce n'est pas facile parce que, dit-on, la considération de l'autorité ne se bafoue pas.
mais il est aussi demandé à l'autorité que nous sommes d'être ce qu'on a toujours appelé la poubelle. L'autorité a toujours tout en soi. Tout enfant se fait toujours corriger pour qu'il puisse mieux marcher. Et donc, par cette occasion, j'aimerais demander aux autorités traditionnelles d'Afrique, ceux qui ont l'occasion de travailler avec elles, de la prendre d'abord comme leur fille, avec ses défauts, mais de s'y mettre en même temps pour la correction de ses défauts, afin que cela puisse coordonner et s'aligner dans la considération que l'autorité coutumière a toujours recherchée, mais tout d'abord pour le bien-être de l'Afrique et pour ce développement que nous recherchons. La culture est avant tout ce que nous devions retrouver. Et pour retrouver la culture qui a été arrachée depuis des siècles, pour retrouver cette culture qui a été enterrée depuis des siècles, il faut quelque part des fous du roi. Et moi je considère que SP c'est quelque part la folle du roi. Qu'il faut encourager parce que l'objectif est d'abord bien défini, c'est atteindre le tout. Nous allons tous nous y mettre pour corriger là où il faut. Considérant que les valeurs culturelles et traditionnelles constituent la fondation de l'avenir de l'Afrique, il s'est avéré nécessaire et urgent pour Esperanza Cadet d'aider à les intégrer dans les mœurs de ses fils, en vue de réfléchir et de trouver des solutions adéquates pouvant permettre le mieux vivre, d'où l'onction du cerf de Tola. Le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, dont l'acronyme est CERDOTOLA, est une organisation interétatique, une institution scientifique et culturelle dédiée à la connaissance, à la valorisation des traditions africaines et à l'étude des langues africaines et à leur promotion. Vous ouvrez une porte tout à fait ouverte déjà, puisque vous parlez d'Esperanza Cadet. Nous avons été très heureux d'observer une dynamique de la jeunesse africaine à travers cette initiative que vous évoquez. De la jeunesse africaine en faveur de la culture et de la présence au monde des traditions africaines avec les hommes du temps qui est celui de la jeunesse. C'est impressionnant. Et je vais vous dire, tout ce que nous avons évoqué en campant le cerf de Tola et sa nouvelle vision, qui n'est pas une vision passéiste de la tradition africaine, mais une vision dynamique, non pas une vision archéologique où on va contempler comme dans un rétroviseur ce que fut l'Afrique, mais où on dit l'Afrique est, parce qu'elle a été ceci et qu'elle a été cela, et qu'elle peut être encore mieux parce que justement elle a capitalisé ce qu'elle a comme passé, comme patrimoine, comme valeur en partage. Eh bien, cette vision-là, nous l'avons rencontrée dans un certain nombre d'initiatives à travers l'Afrique. Parmi ces initiatives-là, celle que vous mentionnez, Esperanza. Lorsque de telles initiatives sont identifiées, qu'elles s'inscrivent dans cette vision nouvelle, ce rapport nouveau, novateur, n'est-ce pas, de la relation entre l'homme et son destin d'hier, d'aujourd'hui et de demain, eh bien nous sommes tout à fait au cerf de Tola, prêts à accompagner les efforts des uns et des autres, et nous le faisons autant que possible. Le chemin qu'on a fait jusqu'ici, là, moi je suis vraiment satisfaite. De plus en plus, les chefs traditionnels sont intéressés, de plus en plus les gens comprennent, ça prend corps, les gens comprennent exactement la mission qui est la leur et le devoir que notre culture, que l'Afrique nous interpelle à faire. Esperanza Cadet, association laïque et apolitique à but non lucratif, est à la base de ce voyage au cœur du Vaudou, en République du Bénin. Merci donc à Esperanza Cadet, grâce à qui nous sommes ici. Merci aux nobles missions de cette ONG qui, au quotidien, se bat pour le brassage interculturel continental. Rentrons à présent dans le vif du sujet. Prenons ce magnéto qui nous édifie davantage sur ce qu'est le vaudou. C'est le grand reportage du jour, fait de découvertes et de surprises. Moteur.
Nous sommes à proximité de Cotonou, une des cités historiques de l'ancien Dahomey, aujourd'hui rebaptisée République du Bénin. C'est ici qu'au XVIIe siècle va se forger une nouvelle religion appelée Vaudou. Religion parfois décriée et bien souvent diabolisée qui par la suite sera déportée aux Amériques sous l'impulsion des esclaves. À travers les légendes, mythes, littératures et autres films, le vaudou ressemble à un cauchemar. Cérémonies secrètes dans la nuit profonde, mauvais sorts et malédictions, démons, royaume des morts vivants, magie noire, zombies et j'en passe. Depuis l'Afrique jusqu'à Haïti, les rites vaudous, disent-ils, sont remplis de transes mystiques, de chants et de danses frénétiques. Les serpents sont adorés, la mort est au cœur des préoccupations. Ils ont sans répit, et ce des décennies durant, donné à croire à la plupart de gens, des Africains avec, que le vaudou est un monde de ténèbres où les adeptes du diable s'adonnent à des activités sataniques, lugubres et sauvages. Et pourtant, la réalité est tout autre. Le vaudou est scindé en 2 syllabes, est composé de 2 syllabes, vo et dou. Vo qui signifie la tranquillité, la paix, la quiétude, le bonheur, le bien-être social, mental, physique, économique. Et dou qui signifie va puiser tout ce qui est bonheur, tout ce qui est paix, tout ce qui concourt au bien-être social, mental, physique. Et c'est une religion à part entière qui a été pendant des siècles bâillonnée, pendant des siècles qualifiée de tous les mots péjoratifs. Parce qu'on ne voudrait pas que cette religion se trouve au même rang que les autres religions qu'ils ont baptisées depuis qu'ils ont pris contact avec notre religion fétiche, qui signifie ce qui est fabriqué des mains de l'homme. Et il a fallu un symposium tenu du 28 mai au 1er juin 1991 pour dire non, plus jamais on ne doit plus appeler notre religion fétiche, mais c'est plutôt le vaudou et il n'y a pas un autre mot pour le remplacer. Le vaudou, c'est le vaudou et le vaudou n'est pas la sorcellerie ni la barbarie dont il parle. Le vaudou, comme je l'ai dit, organise la vie sociale, la vie spirituelle, la vie économique. Le vaudou n'est donc une religion comme beaucoup d'autres qui perpétue la tradition et apporte du réconfort et la foi à ses millions d'adeptes. Ancienne de 5000 ans environ, la religion vaudou est un culte des esprits du monde invisible. Elle est une sorte de représentation de l'ensemble des moyens de communication, permettant de rentrer en relation avec le dit monde invisible et donc d'être en contact avec les aïeux disparus. Répandue à travers la planète à partir du XVIIe siècle du fait de la traite négrière, la religion vaudou est aujourd'hui un culte qui rassemble près de 50 millions d'adeptes de par le monde. Alors, moi j'ai d'abord une vision très particulière. Au niveau de la sémantique, je n'aime pas parler de l'esclavage, je préfère parler de la déportation. Nos enfants ont été déportés vers un monde qui, avec force. En même temps qu'ils étaient déportés, ils ont transporté avec eux un ferment de notre perception spirituelle, de notre réalité spirituelle. Quelle que soit la velléité de ceux qui étaient les artisans de cette déportation, ils ont pu emprisonner l'ensemble des bagages de la liberté. Et donc cette liberté est restée interne. Quand je vais à la rencontre du Bénin, je vais à la rencontre tout simplement de ce que je pourrais appeler une forme de résistance. Résistance à l'idée que, quelle que soit la façon dont quelqu'un veut
prendre, voler, en quelque sorte, la notion de liberté, la preuve est là, qui dénonce ses limites. Et aujourd'hui, qui ne connaît pas le vaudou? C'est vrai qu'on parle des îles, mais vous allez en France, le vaudou existe aussi. La vérité, c'est que nous avons une puissance qui est exprimée. Il y a une puissance qui est exprimée au-delà de tout ce qui peut se percevoir. Et c'est une vérité que personne ne peut objecter, c'est une vérité africaine. Et dans ce sens-là, c'est un étendard. En termes historiques, ça fait partie des premières religions de ce monde, dans la mesure où il a été démontré que l'Afrique est la mère de l'humanité. Et si l'Afrique est la mère de l'humanité et que le vaudou fait partie des premières religions de ce monde, nous pouvons nous frotter la main pour dire que le vaudou est la mère des religions de ce monde. Né de la rencontre des cultes et divinités Yoruba du Nigeria, Oisha et Ové du Togo, le vaudou tient ses origines de l'ancien royaume du Dahomey. En langue faune, celle que l'on parle dans le sud du Bénin, le mot vaudou signifie ce que l'on ne peut élucider ou encore la puissance efficace. Le vaudou symbolise également Dieu ou l'esprit. Quand on prend le calendrier, tous les jours sont consacrés à des signes, à des divinités. Nous avons 4 jours francs. On parle de Bossi, on parle de Mioki, on parle de Zobodo, on parle de Adjaki, qui sont donc des jours de nos divinités. Et quand on rentre dans la géomancie, le Fa, nous avons aussi un certain nombre de jours. Et chaque jour qui est consacré à une divinité, il y a toujours des prières, des adorations et des cultes que l'on observe. Le panthéon vaudou est en effet constitué de plus de 260 divinités, chacune d'entre elles rendant hommage à un élément de la nature. Sekbolissa, divinité symbolisée par le caméléon et l'émanation du Créateur unique, Dieu suprême, Dieu du soleil qui détient le pouvoir du monde. Quand vous voulez les implorer tous, si vous venez chez Sekbolissa, vous implorez toutes les forces que vous voulez chez lui parce qu'elle est la mère, elle est la créatrice, c'est elle qui a engendré tous les autres. Donc elle regroupe toutes les forces en elle, toutes les forces. Sekbolissa est l'ensemble des forces de divinité. Divinité d'Ankh pour la mer, Ogo, divinité protectrice des forgerons et des guerriers s'apparentent aux métaux. Sarpata, esprit de la nature, dieu de la variole et de la maladie. Des offrandes et libations sont apportées à ces divinités qui, en contrepartie, procurent, disent-ils, des bienfaits. Sarpata, c'est une divinité qui, en fait, ne fait que du bien. Et quand vous êtes un bon adepte de Vodou Sarpata, quand vous avez, n'est-ce pas, de problème, et que intérieurement vous vous référez, n'est-ce pas, à cette divinité, il arrive des moments que vous vous mettez en transe. Parmi les divinités les plus honorées, figure également l'élément feu baptisé Havioso, dieu du tonnerre et de la foudre. Divinité justicière, elle incarne l'ensemble des phénomènes atmosphériques et sanctionne les auteurs des impairs. La religion vaudou lie la nature et ses phénomènes à autant de divinités et d'esprits, avec lesquels il est possible d'entrer en contact grâce au phénomène de la transe. Décrite comme étant un art, une science ou une philosophie, le vaudou célèbre les ancêtres et les morts. Transmise de génération en génération,
Il a su tenir dans le temps et plus du tiers de la population béninoise la pratique. Être adepte du vaudou ne suffit pas s'adhérer. Le vaudou vient déjà de la famille. Chaque famille a une divinité, a un vaudou que nous appelons l'ancêtre mythique qui est là. Et en partant de la famille, on peut aller même sur le clan, on peut aller même dans un village, dans une région donnée où tout le monde dit nous adorons telle divinité. Dans la région, dans le village, nous adorons telle divinité. Dans la famille, nous adorons telle divinité. On est né dedans. Et chaque enfant qui est né sous le signe d'une divinité. Il est né sous le signe d'une divinité. Et la divinité peut dire, cet enfant-là, je vais me manifester en lui. Et si c'est ça, ça veut dire qu'il deviendra un adepte de vaudou. Donc, il doit pouvoir donc changer de nom si on l'appelait Kokou pour prendre le nom de Vaudou-si, le nom de l'adepte. Comme de l'autre côté on dit le nom de baptême, mais plus jamais on ne peut plus appeler le nom qu'on lui a donné à la naissance. Mais depuis, les gens savent déjà si c'est un enfant qui est incarné par une divinité et qu'on sait que cet enfant devra être consacré à cette divinité, on lui donne déjà même le nom de Vaudou. On lui donne déjà le nom de Vaudou. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui s'en va rentrer, qui s'en va adhérer à une association, à une religion. Il est né dedans, c'est sa chose. Et toutes les fois que la divinité va l'appeler pour des rituels, il répond. Négativement cataloguée et diabolisée, la religion vaudou fut victime des préjugés et d'une forte répression à l'avènement du christianisme et de l'islamisme au Bénin. Fidèles au culte initial vaudou, des courants de syncrétisme sont nés et prennent le pas sur cette perception biaisée du vaudou et des religions traditionnelles en général. Les congrégations syncrétistes sont désormais légion. On y trouve des cultes d'adoration et d'action de grâce basés sur des rites à la fois vaudous et chrétiens. Chants, danses, offrandes et homélies sont les ingrédients de ce moment de connexion avec le monde surnaturel. Face à la croisade de dénigrement dont se plaignent les adeptes du culte traditionnel, le 10 janvier au Bénin a été décrété journée nationale des religions traditionnelles, une sorte de réhabilitation du culte vaudou qui légalisait ainsi l'autorité coutumière, comme c'est le cas dans bien d'autres pays d'Afrique. Le Cameroun a été parmi les premiers pays, après l'indépendance, à mettre à la disposition de la chefferie traditionnelle un cadre légal dont la chefferie traditionnelle au Cameroun est reconnue. Et vous n'êtes pas sans ignorer que beaucoup de pays en Afrique, beaucoup de pays n'ont pas jusqu'ici pris cette initiative. Donc le Cameroun est dans le peloton des pays africains qui ont, dès les années d'indépendance, n'est-ce pas, reconnu la chefferie traditionnelle et mis en place un cadre normatif qui nous permet d'évoluer. Cet milieu est très complexe, très complexe, les milieux de chefs traditionnels. Et je crois qu'on ne doit pas précipiter sur les choses. On doit aller lentement, passer l'idée pour que les chefs traditionnels puissent se réunir et puissent avoir le même message et avancer. D'abord, nous devrons savoir qu'il y a une richesse que les chefs traditionnels détiennent. Et cette richesse peut aider
l'Afrique. Nous voyons du côté des Chinois. Aujourd'hui, on parle de la médecine traditionnelle chinoise, etc., etc. Et les gens apprécient. Ça peut se faire également du côté de l'Afrique. Le continent est en but, depuis les indépendances, à un ensemble de traumatismes. On parle ici de coup d'État, on parle ici de guerre civile, on parle de ceci, on parle de cela. Ce que signifie et que notre pays a parfaitement réussi à réaliser, c'est de découvrir le sens de la paix. La paix au travers de la façon dont chacune des dignités traditionnelles rassemble son peuple dans la perspective tout simplement de rencontrer l'autre. Donc ce que signifie tout cela, c'est de savoir que nous sommes porteurs de quelque chose dont les gouvernements sont sensibles. C'est tout simplement la notion de paix. Parce que sans la contribution des autorités traditionnelles, il serait difficile, il me semble, de maîtriser cette subtilité qu'est la paix dans notre pays. Absolument exact. Nos us et coutumes, je suis le gardien de tout ça. Et mieux, quand il y a de litiges entre le monde catholique et le monde vaudou, quand il y a de litiges entre le monde vaudou et le monde politique, je suis relativement sollicité pour trouver des solutions. Instaurée depuis 1992 par le président Nicéphore Soglo, la fête du vaudou s'avère être un moment de partage et de prière pour la nation béninoise, moment auquel autorités administratives, traditionnelles, religieuses et autres élites accordent une grande importance. On est en train de faire la prière pour demander des bonnes choses. Si la personne qui n'a pas de femme n'a qu'à trouver de bonnes femmes, la personne qui n'a pas de mari n'a qu'à trouver de mari. C'est pour cela que nous sommes en train de faire la prière au bord du mar. L'endroit de la planète que j'aimerais préserver, c'est Ouida, là où j'ai grandi. Ouida se trouve au sud du Bénin, au bord de la mer Atlantique. Au départ, c'était un village de pêcheurs et c'est par ce village que les premiers esclaves sont partis pour aller vers le Brésil. Quand on arrive, on ne peut pas s'empêcher d'être dans le recueillement. La beauté de la plage de Ouida, c'est quelque chose de mystique. C'est grand et c'est vide. Moi, quand je vais là-bas, je peux passer des heures sans voir personne. Et le soleil, quand ça se lève sur la mer, c'est absolument splendide. Ouida, c'est le pays de mes ancêtres et mon cordon ombilical. Pour repartir et pour savoir d'où je viens, ne sachant pas où je vais. Angélique Kidjo n'est pas une adepte du vaudou, mais elle s'en inspire dans ses œuvres musicales et en défend les valeurs. Quand on parle de religion vaudou, c'est toujours péjoratif, c'est toujours, ça rentre dans cette connotation de magie noire, de sacrifice, de ci et de ça. Les gens ne voient pas vraiment l'amplitude que ça a ici. C'est ça la fondation de notre religion, de nos religions ici. Les autres religions n'auraient pas pu s'installer ici s'il n'y avait pas eu cette religion traditionnelle qui est une religion en fait qui ouvre les bras à toutes les religions. On a toujours été des gens spirituels dans ce pays, avant que les Occidentaux n'arrivent et nous amènent la religion catholique. Et d'ailleurs, les grands prêtres du vaudou le disent, Dieu n'est pas le monopole d'une religion. Dieu est une énergie qui rayonne partout. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que parce qu'on n'a pas connu la Bible, qu'on ne connaît pas Dieu, puisque même dans les langues de chez nous, déjà, il y a une façon de l'appeler. Le sacrifice d'animaux pour elle dans le vaudou est un rituel, comme c'est le cas dans l'islam et bien d'autres religions. Souvent les gens voient les cérémonies, quand on voit qu'on tue un coq ou un mouton, les gens disent « Oh, il y a du sang ». Je dis « Attends 2 secondes. On va pas manger le mouton vivant, hein. Il faut le tuer pour qu'on le mange. Hein. C'est pas parce qu'en Europe, on va voir le poulet sur les étalages en supermarché que quelqu'un ne se charge pas du travail avant. Donc, il faut pas, c'est pas le fait de tuer qui doit attirer l'attention des gens, c'est parce que
Le fait de manger aussi, c'est un ciment de la société. Donc, le fait qu'on tue un animal et qu'on mange tous, ça fait partie de la bénédiction. La bénédiction est au cœur des fêtes vaudou célébrées en début d'année. Dans la maison paternelle des Kidjo à Ouida, les baptêmes et les prières aux morts se font dans cette petite case. Chaque membre de la famille est jumelé à un ancêtre qui sera son guide spirituel. Et chaque ancêtre a une effigie, un petit statue en métal. Je reviens toujours ici parce que mon ancêtre Léon Eto, c'est là qu'il m'a choisi. C'est là qu'il a décidé d'être mon ancêtre tutélaire. Donc je viens toujours remercier de tout en fait. Parce que la famille c'est très important. Un arbre sans racines n'est pas un arbre. Donc moi je sais d'où je viens et mes racines sont très très importantes pour moi. Angélique Kidjo est donc fière de ses ancêtres pêcheurs qui ont combattu l'esclavage à Ouida. Elle poursuit d'ailleurs autrement leur combat. La journée des religions endogènes permet donc aux Béninois de la diaspora de se rapprocher de leur pays et assure parallèlement la visibilité du Bénin en mettant en avant ce fonctionnement culturel et cultuel qu'est le vaudou. Pour mieux défendre cet héritage ancestral, les chefs traditionnels et religieux se sont réunis au sein d'associations des cultes endogènes. Incomprise par les autres religions et marginalisée, le vaudou a su résister à l'épreuve du temps et de la stigmatisation sociale et culturelle. Le vaudou aujourd'hui au Bénin est partout présent et visible. Dans chaque maison, comme précédemment chez les Kidjo. Chaque quartier, en fresque sur les murs, mais surtout dans les statuettes fichées au sol, constituant une divinité appelée Legba. Legba est en effet la divinité incontournable. C'est le messager entre les hommes et le vaudou. Il trône sous les petits abris dans les maisons, dans tous les villages et dans chaque carrefour. Gardien des maisons et des communautés, il est représenté par les monticules de terre ou par un phallus, symbolisant sa vigueur. Tout rituel ici passe par lui. C'est Legba qui ouvre la voie vers l'autre monde. Jésus nous a dit dans sa parole qu'il n'est pas venu détruire tout ce qui a été construit par les autres prophètes, mais il est venu compléter. Donc pour nous, il n'est pas étonnant de voir quelqu'un à l'église un dimanche et le voir l'autre dimanche chez le prêtre de Fa. Pour nous, c'est une complémentarité, c'est des dieux qui s'entraident, ils travaillent la main dans la main. Avec ce vent de syncrétisme, il s'engage à relever le défi de l'ancrage et de la pérennisation culturelle. Des marchés hors du commun existent ça et là au Bénin, mais aussi au Togo et au Nigeria, marchés réservés aux prêtres vaudous et autres initiés, mais aussi aux curieux et touristes. Crânes d'animaux, dépouilles des rongeurs écartelés et séchés, ossements divers et statues de vaudou. Ici se vendent tous les ingrédients nécessaires pour concocter des recettes miracles pour envoûtement, rituels et cérémonies. Ouida est ici considéré comme étant le berceau du culte vaudou. Ville établie à une 50aine de kilomètres au sud-ouest de Cotonou, la capitale économique. Le temple des Pitons de Ouida est l'une des plus grandes curiosités de cette ville. Des touristes chaque jour affluent de partout pour voir les totems des familles Adjovi, Sosumbo et Ataparoko Arbo. Ce serpent, selon l'histoire, aurait sauvé les populations de Ouida d'une guerre. Il leur avait suffi de porter le piton autour du cou pour que l'ennemi soit mis en déroute.
C'est depuis lors que le python a été sacralisé par ses protégés, qui lui vouent un culte très particulier. La croyance au python de nos jours semble s'imposer à tout Ouidah. Quasiment personne ne porte atteinte à sa vie dans cette ville où le sacré a une consonance particulière et où la cohabitation religieuse est des plus parfaites. La forêt sacrée de Kouarcé, toujours à Ouidah, est le lieu où le roi Kouarcé, fondateur de la ville, disparut miraculeusement au XIVe siècle, se transformant en Iroko. La forêt est donc sacrée à travers cet arbre qui incarne l'esprit de ce roi. Elle est ouverte aux non-initiés vaudous depuis 1992. Il suffit, dit-on, de toucher à cet arbre en faisant un vœu pour le voir être réalisé, à condition d'y ajouter une promesse à l'endroit de la forêt, laquelle doit être absolument tenue. Sinon, bonjour les ennuis, car on ne plaisante pas avec le vaudou. C'est ainsi que défilent ici au quotidien les personnalités les plus insoupçonnées, surtout à l'approche d'élections locales, mais aussi occidentales. On parle bien des hommes politiques, amateurs de gris-gris et de talismans. Ils y viennent dans l'espoir d'empocher plus de voix que leurs adversaires, mais est-ce que ça marche vraiment ? Les fétiches se gardent bien de le dire, secret professionnel oblige. Un peu comme chez nous, on assiste le voisin quand il a quelque chose, quand il a un événement. Donc pour moi, quand j'ai appris que le peuple bénin, en général, fêtait l'événement culturel qu'est le vaudou, alors je me suis dit c'était intéressant, il serait intéressant de partager ces moments avec eux. Voilà pourquoi je me suis rendu ici et à travers tous ces royaumes visités, j'ai partagé de très bons moments, des fêtes, des vaudours avec les royaumes que j'ai visités. Voilà. Bon, le contact avec l'événement part de l'association Espérance Akat qui m'a approché et m'a fait part de la fête du vaudou et l'intérêt qu'avaient les chefs traditionnels du Bénin d'assister que nous guides du peuple à Bameka, assiste à l'événement. Alors tout de suite je me suis dit pourquoi pas découvrir, c'est ça. Je savais du fond du cœur que si le peuple béninois institutionnalise une fête comme le vaudou, ça veut dire qu'au fond ils ont quelque chose de très positif que les autres ne laissent pas voir. Je le savais au fond de moi et je rentre satisfait parce que cela s'est confirmé avec du vécu et avec ce que j'ai appris sur le terrain, donc de ces pratiques de vaudou. C'est une culture, c'est un culte africain que je loue sa place, que je loue sa participation. Parce que lorsque je me suis déplacé, il était question non seulement de découvrir, mais aussi de voir dans quelle mesure faire découvrir la culture Bameka, faire découvrir le peuple Bameka, les habitudes du peuple Bameka aux autres. Donc ces contacts vont nous permettre d'inviter aussi ces guides spirituels, ces chefs traditionnels du Bénin à venir découvrir ce que nous faisons à Bameka, à découvrir les habitudes de vie du peuple Bameka. Et je pense que ça va dans le sens festival culturel qui s'organise à Bameka, le Kandé, Munka. L'arrivée des religions importées a pratiquement effacé toutes nos religions ancestrales. Quand je parle du Cameroun, par exemple, chez nous, au niveau du peuple Sawa, le culte des divinités de l'eau, ce culte-là a pratiquement disparu. Aujourd'hui, nous déployons des trésors d'énergie pour essayer de préserver quelques pans. Mais pratiquement tout l'édifice s'est effondré. Donc c'est pour ça que là-bas, pour tous les Africains, ce culte qui a ressurgi, n'est-ce pas,
est un événement très important. Pour moi, en tant qu'Africain et Camerounais, j'estime que il y a un seul Dieu, mais il y a plusieurs religions parce que la religion c'est une culture. La religion c'est une culture et comme telle, il peut y avoir plusieurs cultures. Mais pour nous tous, il y a un seul Dieu. Et comme la religion est une culture et qu'il n'y a qu'un seul Dieu, je trouve normal que le peuple frère du Bénin et tous les autres peuples qui pratiquent le vaudou, et tous les peuples frères qui, même sans le pratiquer, considèrent que c'est un patrimoine africain, je trouve normal que, n'est-ce pas, que nous encourageons, n'est-ce pas, cette journée, que nous serons là tous pour chaque fois pour encourager cette journée du 10 janvier, qui est comme une sorte de révolution, n'est-ce pas, dans le processus qui a conduit à la disparition de nos valeurs ancestrales, parmi lesquelles nos religions d'antan. Lorsqu'on parle du Festival de Rio, alors on se dit, bon, c'est un festival qui devient une merveille du monde. Mais ce qu'on oublie, c'est que derrière ce festival, c'est les enfants de la déportation qui sont le cœur de ce festival. Et c'est les enfants des conquistadors qui se mêlent à l'âme des enfants de la déportation pour réaliser quelque chose qu'ils n'imaginaient même pas pouvoir réaliser par eux-mêmes. Quand vous entendez le rythme de la samba, par exemple, est-ce que c'est le rythme des conquistadors? Non, je ne crois pas. C'est un rythme qui vient d'ailleurs, mais cet ailleurs s'appelle l'Afrique. Et cette Afrique qui porte donc le festival de Rio, c'est le vaudou qui en est l'âme particulière. Donc ce que m'évoque tout simplement le vaudou de ce point de vue-là, c'est bien sûr le passé, mais particulièrement le présent qui est en train de faire le lit de l'avenir. Et au travers de cela, de nous inspirer dans les perspectives de ce qui se doit, à savoir le sens de nos identités avec des points focaux, des points forts de ciment. Et le vaudou, de ce point de vue-là, est une des formes qui permet d'envisager, de percevoir le sens d'un ciment. Oh, vous savez, par rapport au vaudou, on en a toujours parlé, on en fait tout un mystère, c'est mystérieux, il faut trembler lorsqu'on entend parler du vaudou. Moi, personnellement, ça ne me faisait pas trembler, je n'avais pas toutes ces appellations. Pour commencer, moi, je suis Bamileke et je suis très très proche de la chefferie. Le chefferie de premier degré, la chefferie Bafou. Et donc, j'ai un grand-parent, mon grand-père, qui a le Kunga, qui s'apparente un peu à toutes ces choses-là. Donc, j'avais souvent vécu étant dans les sièges de la chefferie, des trucs comme ça. Moi, je pense tout simplement que c'est un peu comme la croix verte et qu'il y a ces règles qu'il faut respecter et qui va au-delà même si le paranormal quelque part. Et nous savons que le paranormal existe et que chacun devrait, quand tu t'y approches, respecter tout simplement les règles et vous n'aurez pas de problème. Alors, pour ma part, je savais que si j'arrive là-bas et qu'on me demande de marcher pieds nus parce que le vaudou, ainsi de suite, je marcherais pieds nus et je ne craignais rien. Mais si j'enfreins ces lois, c'est là où je pouvais commencer à avoir peur pour ma vie. Donc, je n'avais pas peur de tout ça. Mais arrivé, bon, c'était exactement comme les gens disent et tout. C'est quelque chose de naturel, de normal. Et ça fait partie de la culture d'un peuple que nous devons bien respecter. Il suffit donc de venir toucher du doigt les réalités du vaudou pour en comprendre ses valeurs réelles, qui bien souvent diffèrent des idées reçues. Voilà donc à vous présenter, chers amis téléspectateurs, ce qu'est le vaudou. Une religion née au Bénin et bâtie autour des esprits de la nature et des ancêtres. S'il est vrai que le vaudou est une religion ancestrale, il convient tout de même de préciser que ce n'est qu'en 1992 que le président Nis Ifor Soglo, a tout simplement érigé une fête en son nom,
Et c'est le président Mathieu Kérékou qui, malgré le fait qu'il ait combattu les cultures et les célébrations ancestrales de 72 à 91 pratiquement, c'est le président Mathieu Kérékou donc qui en 1998 a tout simplement fait d'une journée comme celle de la fête du Vaudou, une journée fériée au Bénin. Voilà donc pour ce qui est du volet historique de cette religion endogène qui caractérise politiquement ce sympathique pays, j'ai envie de dire, le pays des écureuils. Voilà donc à vous présenter le vaudou à domicile, mesdames et messieurs. Vous en saviez si peu, sinon rien du tout. Ce n'est plus désormais le cas grâce à Cameroun Vision qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Merci aussi à tous ceux qui ont rendu ceci possible. On pense à l'ONG Esperanza Cadet et à Madame Feuzeux précisément. On pense à nos sympathiques amis ici. Je parle bel et bien de Gladys au féminin. Je pense naturellement à Fabrice au masculin. Merci pour la sympathie de toute la délégation qui nous a accueillis. À bras ouverts ici au Bénin. Stop FA pour cette première édition consacrée à Cotonou, au Bénin, à Ouida, à Poso Tomé et partout où nous sommes passés. Merci d'avoir été des nôtres et merci de nous revenir dans une deuxième édition, toujours consacrée au Bénin. Mais cette fois-là, avec un volet un petit peu plus touristique, on ira brosser ensemble sur un rayon de près de 200 km autour de Cotonou. Tout ce qui est touristiquement prescriptible, tous les efforts qui sont faits ici afin que le tourisme vive en Afrique. Des choses qui peuvent être copiées au Cameroun pour passer au-delà de quelques centaines de milliers de touristes, comme c'est le cas pour le moment. Merci, je l'ai dit, d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez et surtout pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie. Bienvenue à